Le portail électrique coulissa dans un doux vrombissement, révélant le jardin impeccable qui s'étendait jusqu'à l'entrée de l'hôtel particulier. Solange serra la anse de son sac élimé contre sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer, tandis qu'elle remontait l'allée en pavé. 18 ans. 18 ans de nuits blanches, de larmes cachées, de questions sans réponse. Et maintenant, elle était là, à quelques mètres de la fille qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. La porte fut ouverte par une gouvernante en uniforme impeccable qui la conduisit à travers un hall d'entrée avec une double hauteur sous plafond et un lustre en cristal qui valait plus que tout ce que Solange avait jamais possédé. L'odeur de produits de nettoyage coûteux se mêlait à l'arôme de fleurs fraîches disposées dans des vases en porcelaine. « Préparez-vous à commencer par la cuisine. Madame Hélène a laissé les instructions sur le réfrigérateur, » dit la gouvernante, avant de disparaître dans un couloir latéral. Solange se dirigea vers la cuisine, un espace immense avec des plans de travail en marbre et des appareils électroménagers rutilants. Ses yeux parcoururent chaque détail, imaginant combien de repas avaient été préparés ici pour la fille qu'elle n'avait pas vue grandir. Combien de petits déjeuners, combien de déjeuners du dimanche, combien de fêtes d'anniversaire. Le bruit de pas descendant l'escalier la fit se retourner, et puis elle la vit. Isabelle venait tout juste d'avoir 18 ans. De longs cheveux parfaitement lissés tombaient sur ses épaules, vêtue d'un ensemble de marques qui coûtait plus que le loyer de Solange. Elle était belle, indéniablement belle, mais il y avait quelque chose de dur dans ses yeux sombres lorsqu'elle posa son regard sur la femme de ménage. « C'est vous la nouvelle » demanda-t-elle sans même un bonjour. « Oui, mademoiselle. Je m'appelle Solange. » Isabelle passa devant elle, sans répondre, ouvrant le réfrigérateur et prenant une bouteille d'eau minérale importée. Elle se servit un verre, en but la moitié, et laissa le verre sale sur le plan de travail, à quelques centimètres de l'évier. « Vous pouvez laver ça, » dit-elle, en désignant le verre d'un geste nonchalant de la main. « Et quand vous aurez fini, il faut que vous rangiez mon dressing. C'est un désordre absolu. » Solange déglutit avec peine. « Bien sûr, mademoiselle Isabelle. »« Juste Isabelle. Pas besoin de toutes ces formalités. Vous n'êtes pas de la famille. » Les mots la blessèrent profondément, mais Solange garda une expression neutre. Elle força un sourire et prit le verre, le lavant avec soin pendant qu'Isabelle consultait son téléphone, adossé au comptoir comme si la présence de la femme de ménage n'était qu'un élément du décor. « Ah, et autre chose, » continua Isabelle sans lever les yeux de l'écran. « Ne touchez pas à mes affaires personnelles. Rangez juste les vêtements qui traînent, et soyez rapide. J'ai des amis qui viennent tout à l'heure, et je ne veux pas que vous traîniez dans la maison quand elles arriveront. Entendu ?» Isabelle quitta la cuisine avec la même indifférence qu'elle y était entrée, laissant derrière elle une traînée de parfums chers et de mépris. Solange resta immobile un instant, les doigts encore crispés sur l'éponge, sentant ses jambes trembler. C'était elle. C'était vraiment elle. Le bébé qu'elle n'avait tenu que quelques heures avant de signer les papiers, l'enfant qu'elle avait bercé dans une couverture brodée, en lui chantant une berceuse d'une voix étranglée par les sanglots. Elle respira profondément, s'essuya les mains sur son tablier et monta à l'étage. La chambre d'Isabelle était plus grande que tout l'appartement où vivait Solange. Un lit king-size dominait le centre, couvert de draps, de satin. Il y avait une coiffeuse remplie de cosmétiques de marque internationale, une immense armoire aux portes en miroir et, à côté, une porte entr'ouverte révélant un dressing de la taille d'une chambre ordinaire. Solange entra lentement, comme si elle marchait en territoire sacré. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol, sur le lit, suspendus n'importe comment sur les chaises. Des étiquettes de créateurs célèbres sautaient aux yeux. Elle commença à travailler méthodiquement, pliant chaque pièce, triant par type et par couleur, plaçant sur les cintres appropriés. Chaque robe, chaque chemisier, chaque paire de chaussures était une fenêtre sur la vie que sa fille avait menée loin d'elle. Fêtes, voyages, centres commerciaux, restaurants chics. « Vous êtes encore là ?» Solange se retourna, surprise. Isabelle était à la porte du dressing, les bras croisés, une expression d'irritation sur le visage. « Je vous ai dit d'être rapide, mes amis arrivent. Je suis presque en train de finir, mademoiselle. Isabelle. » Isabelle leva les yeux au ciel et sortit. Solange entendit des voix féminines venant du salon, des rires forts et insouciants.
Elle se dépêcha de terminer son travail, suspendant les dernières pièces et fermant les portes du dressing. Quand elle descendit, 3 filles de l'âge d'Isabelle étaient affalées sur les canapés du salon, toutes aussi bien habillées et sûres d'elles. Solange tenta de passer inaperçue en direction de la cuisine, mais la voix d'Isabelle l'arrêta. « Attendez, vous pouvez nous apporter du jus, celui à l'orange pressé qui est dans le frigo. Et mettez-le dans de belles coupes, pas dans ces verres ordinaires. » Les amis d'Isabelle regardèrent à peine Solange pendant qu'elle servait les boissons. L'une d'elles se plaignit que le jus était trop chaud, une autre qu'elle voulait plus de glace. Isabelle observait simplement avec un sourire, en coin, comme si elle testait jusqu'où elle pouvait pousser les choses. Après avoir apporté le jus rafraîchi, Solange retourna à la cuisine et commença à préparer les encas que la gouvernante avait indiqués. Pendant qu'elle travaillait, des bribes de conversation lui parvenaient. Isabelle et ses amis parlèrent d'une fête le week-end, d'un garçon que l'une d'elles fréquentait, d'un voyage en Europe prévu pour les vacances. À un moment donné, une des amies demanda « Elle est où, ta mère, Isa ? En voyage avec mon père, il ne rentre que la semaine prochaine. La maison est à moi. » Des rires complices résonnèrent dans le salon. Solange s'essuya les mains sur son tablier, sentant une oppression dans sa poitrine. Hélène. C'était le nom de la mère adoptive, la femme qui avait eu le privilège d'élever sa fille, d'être présente à chaque étape importante, dans chaque difficulté, dans chaque joie. Elle ne ressentait pas de colère envers Hélène, jamais. Elle ressentait de la gratitude pour avoir donné à Isabelle tout ce qu'elle ne pouvait pas lui offrir. Mais la jalousie était une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. « Vous !» La voix d'Isabelle coupa ses pensées. Solange retourna dans le salon. Une des coupes avait été renversée, le jus d'orange étalé sur le tapis persan clair. « Nettoyez ça !» ordonna Isabelle en désignant la tâche. « Et faites attention, ce tapis vient de Perse et vaut une fortune. » Solange prit les produits de nettoyage et s'agenouilla sur le sol, s'efforçant d'enlever la tache, tandis que les 4 jeunes filles continuaient de discuter comme si elle était invisible. Ses genoux lui faisaient mal contre le sol dur, et ses mains, déjà abîmées par des années de travail pénible, brûlaient au contact des produits chimiques. Mais elle continua, méticuleusement, jusqu'à ce que le tapis redevienne impeccable. Quand elle se releva enfin, Isabelle ne la remercia même pas. Elle lui fit simplement un signe de la main pour la congédier. Le reste de la journée passa dans un enchaînement flou de tâches. Solange nettoya les salles de bain, épousseta les meubles, organisa le garde-manger, lava les coupes que les filles avaient utilisées. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange à travers les immenses fenêtres de la demeure, elle s'assit un instant dans la cuisine, s'accordant quelques minutes de repos. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. Elle savait que ce serait difficile. Elle avait planifié cela pendant des mois, obtenant le poste via une agence, utilisant un nom légèrement différent pour ne pas éveiller les soupçons. Mais rien ne l'avait préparée à la douleur d'être traitée comme un rien par sa propre fille, d'être invisible pour celle qu'elle avait portée dans son ventre, d'être méprisée par celle qu'elle avait allaitée pendant les brefs moments qu'elles avaient passés ensemble. « La maison est présentable », demanda Isabelle, apparaissant soudainement dans la cuisine. Ses amis étaient partis, et elle était seule maintenant, toujours avec cette expression de supériorité sur le visage. « Oui, tout est propre et rangé. »« Parfait. Vous pouvez partir alors, mais demain il faut que vous veniez plus tôt, à 7 heures du matin. Je prépare un petit déjeuner pour des amis et il faut que tout soit parfait. » Solange acquiesça en prenant son sac. 7 heures du matin signifiait se réveiller à 5 heures pour prendre 2 bus et arriver à l'heure. Cela signifiait moins d'heures de sommeil, plus de fatigue. Mais cela signifiait aussi un jour de plus près de sa fille. En retournant vers le portail, Solange jeta un dernier regard en arrière. Isabelle était à la fenêtre de sa chambre, sur son téléphone, complètement indifférente au sacrifice que cette femme en simple uniforme faisait juste pour être près d'elle. Elle ne savait pas que chaque insulte était un coup de poignard dans le cœur de celle qui l'aimait plus que sa propre vie. Elle ne savait pas que cette femme de ménage qu'elle méprisait portait sur sa poitrine la même tache de naissance qu'elle avait sur l'épaule, une demi-lune parfaite qui les liait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le portail se referma derrière Solange avec un clic final. Elle ajusta son sac sur son épaule et commença la longue marche jusqu'à l'arrêt de bus.
le cœur lourd mais déterminé. Elle reviendrait le lendemain, et le jour d'après, et tous les jours nécessaires. Parce que, malgré tout, malgré la douleur et le mépris, être près d'Isabelle était la seule chose qui comptait. C'était le prix qu'elle paierait pour une seconde chance qu'elle ne savait même pas si elle méritait. Les semaines suivantes devinrent une routine de petites cruautés. Solange arrivait ponctuellement chaque jour, toujours avec le même uniforme simple et propre, toujours avec le même sourire forcé aux lèvres. Et chaque jour, Isabelle trouvait de nouvelles façons d'exercer son pouvoir sur elle. La première semaine, il y eut l'incident de l'escalier. Solange venait de nettoyer les marches en marbre quand Isabelle descendit en courant, parlant au téléphone, et renversa délibérément un verre de jus de raisin. Le liquide violet coula sur 5 marches, tachant le marbre clair. « Oh, quelle maladresse de ma part !» dit Isabelle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous allez devoir tout nettoyer à nouveau. Et soyez rapide, j'ai de la visite tout à l'heure et je ne peux pas avoir l'escalier comme ça. » Solange s'agenouilla de nouveau, frottant chaque marche avec des produits spéciaux, son dos protestant à chaque mouvement. Il lui fallut 2 heures pour enlever complètement les taches. Quand elle eut terminé, Isabelle descendit à nouveau et inspecta le travail, passant son index sur le marbre comme si elle cherchait des défauts. « Peut mieux faire », fut tout ce qu'elle dit avant de remonter. La deuxième semaine, Isabelle commença à inventer des tâches inutiles. Elle demandait à Solange de réorganiser le dressing d'une manière spécifique, et le lendemain, elle lui ordonnait de le réorganiser d'une manière complètement différente. Elle s'arrangeait pour utiliser plusieurs assiettes et couverts pendant la journée, laissant tout traîner dans la cuisine pour que Solange les lave. Quand la femme de ménage terminait une tâche, Isabelle trouvait toujours quelque chose à critiquer. « Ce tableau est de travers. Vous ne savez rien faire correctement? Cette fenêtre a une tache. Vous avez nettoyé les yeux fermés? La salle de bain ne sent pas bon. Nettoyez à nouveau. » Solange supportait tout en silence. Parfois, quand elle était seule dans la buanderie ou le garde-manger, elle s'autorisait quelques secondes de larmes silencieuses. Mais jamais devant Isabelle. Elle ne donnerait jamais à sa fille la satisfaction de voir que ses paroles la blessaient. Un mardi pluvieux, Isabelle rentra à la maison trempée, l'humeur visiblement pire. Solange nettoyait le salon quand elle entra comme une tornade, laissant une traînée d'eau sur le sol fraîchement lavé. « Ma voiture est tombée en panne et j'ai dû prendre un taxi », se plaignit Isabelle en jetant son sac mouillé sur le canapé. « Cette journée est horrible. » Solange observa l'eau gouttée du sac sur le canapé en velours. « Je suis désolée, mademoiselle. Puis-je vous préparer un thé chaud ?» Isabelle la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'absurde. « Du thé? Vous croyez que le thé résout quelque chose? Vous savez ce qui résout les problèmes? Que vous fassiez votre travail correctement. Regardez ce sol. Il est plein d'eau maintenant. » « C'est involontaire quand mademoiselle est entrée. »« Ça ne m'intéresse pas, » coupa Isabelle. « Nettoyez. Et prenez ce sac et séchez-le. Avec soin, c'est un Prada et il coûte plus que ce que vous gagnez en 6 mois. » Solange prit délicatement le sac, sentant le poids du cuir mouillé, et l'emmena à la buanderie. Elle passa les 40 minutes suivantes à sécher chaque partie avec des chiffons doux, craignant que le moindre dommage ne lui coûte cher. Quand elle rendit le sac à Isabelle, parfaitement sec et soigné, elle ne reçut aucun remerciement. Juste un regard d'évaluation et un signe de la main pour la congédier. La situation s'aggrava considérablement la 3e semaine. Isabelle annonça qu'elle organiserait une fête le samedi pour célébrer son admission dans une école de mode en Europe. Ses parents étaient encore en voyage et elle profiterait de leur absence pour réunir ses amis. « Vous resterez pour aider », l'informa Isabelle, sans lui demander son avis. « La fête commence à 20 heures, mais je veux que vous arriviez à 16 heures pour aider à tout organiser. Et vous ne partirez que lorsque tout sera nettoyé après. » Solange sentit son cœur se serrer. Le samedi était son seul jour de congé, le jour qu'elle utilisait pour s'occuper de ses propres affaires, de son petit appartement. Mais elle ne pouvait pas refuser, pas quand cela signifiait passer plus de temps près de sa fille. « Bien sûr, Isabelle, je serai là. » Le samedi arriva avec une chaleur étouffante typique d'un été parisien. Solange arriva, à 16 heures précises, et trouva la maison en plein chaos. Isabelle avait engagé une équipe de décoration qui avait transformé le salon et l'espace piscine en un décor digne d'un magazine,
Mais la cuisine était un désastre de cartons de boissons, de plateaux de nourriture préparés par un traiteur et d'Isabelle au milieu de tout, aboyant désordre. « Vous, Solange, il faut que vous laviez toutes ces coupes. Il y a 100 personnes confirmées et je ne veux personne buvant dans des gobelets en plastique. Et ensuite, vous aiderez le personnel du traiteur avec ce dont ils ont besoin. » Solange passa les 4 heures suivantes à laver des coupes en cristal, une par une, séchant chacune méticuleusement pour qu'elles restent sans tache. Ses mains étaient rouges et enflées à cause de l'eau chaude quand elle eut terminé. Ensuite, elle aida à disposer les plateaux de nourriture, à organiser la table des boissons, à s'assurer que les poubelles étaient placées stratégiquement. Quand les premiers invités arrivèrent à 20 heures, Solange reçut l'ordre de rester dans la cuisine hors de vue, mais disponible si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Elle resta là, assise sur un tabouret dans un coin écoutant la musique forte, les rires, les cris animés de jeunes qui n'avaient d'autre souci au monde que de profiter de la nuit. Vers 22 heures, Isabelle apparut dans la cuisine avec 3 amis. « Solange, on a besoin de plus de glace, et il faut réapprovisionner les boissons près de la piscine. » Pendant que Solange transportait la lourde glace, elle entendit une des amies murmurer « Tu as une employée qui travaille à ta fête ? C'est pas un peu bizarre ?» « Pourquoi ce serait bizarre ?» répondit Isabelle avec naturel. « C'est pour ça qu'elle est là pour travailler. » Les rires qui suivirent firent que Solange serra plus fort les sacs de glace, ses ongles s'enfonçant dans le plastique. La fête continua jusqu'au petit matin. Solange resta éveillée, circulant discrètement, ramassant les verres vides, nettoyant les déversements, vidant les poubelles. Vers 3 heures du matin, les derniers invités partirent enfin. Isabelle, clairement fatiguée mais encore excitée par l'adrénaline de la nuit, regarda l'état de la maison, puis Solange. « Il faut que vous nettoyiez tout ça aujourd'hui même, » dit-elle sans détour. « Mes parents arrivent demain à midi et ils ne peuvent pas voir la maison dans cet état. » Solange regarda autour d'elle. Le salon était couvert de verres, d'assiettes, de serviettes usagées. L'espace piscine avait des vêtements mouillés oubliés, des serviettes éparpillées, d'autres verres cassés. La cuisine était une montagne de vaisselle sale. « Isabelle, il est 3 heures du matin, je peux revenir très tôt demain. »« Non, » coupa Isabelle, la voix dure. « Ça doit être aujourd'hui. Maintenant. Je ne vais pas risquer que mes parents voient ce désordre. Vous commencez maintenant et vous finissez quand vous aurez fini. » Et sans attendre de réponse, Isabelle monta dans sa chambre, fermant la porte derrière elle et laissant Solange seule avec la dévastation de la fête. Solange respira profondément, sentant les larmes menacées de couler, mais elles ne coulèrent pas. Au lieu de cela, elle attacha ses cheveux, mit son tablier et commença à travailler. Elle commença par la cuisine, lavant des piles et des piles de vaisselle, ses mains immergées dans l'eau savonneuse jusqu'à ce qu'elles soient ridées et douloureuses. Puis, elle passa au salon, ramassant tous les déchets, aspirant les tapis, nettoyant les taches sur les canapés. L'espace piscine fut le dernier, et quand elle eut terminé, le ciel commençait déjà à s'éclaircir avec les premiers rayons du soleil. Il était 5h30 du matin quand Solange termina enfin. La maison était de nouveau impeccable, comme si la fête n'avait jamais eu lieu. Elle s'autorisa à s'asseoir un instant sur le tabouret de la cuisine, les yeux brûlants de fatigue, le corps endolori. Elle devait rentrer chez elle, prendre une douche et revenir pour son service normal dans quelques heures. Quand elle monta pour dire à Isabelle qu'elle avait terminé, elle trouva la porte de la chambre entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil et vit Isabelle dormant profondément dans le lit king size, le visage détendu et jeune, libre des expressions de dédain qu'elle portait lorsqu'elle était éveillée. Solange resta là un moment, à l'observer. C'était sa fille, ce visage qui ressemblait tant au sien au même âge, ses mains qui avaient les mêmes doigts longs, ce cœur qu'elle avait porté et protégé pendant 9 mois. Comment en étaient-elles arrivées là? Comment le bébé qu'elle avait bercé avec tant d'amour était-il devenu cette personne cruelle? Était-ce de sa faute pour avoir renoncé, ou la faute des parents adoptifs pour l'avoir trop gâté, ou simplement le hasard de la vie façonnant les personnalités de manière imprévisible? Solange ferma la porte silencieusement et descendit. Elle prit son sac et quitta la demeure, le soleil du matin déjà haut dans le ciel. Dans le bus qui la ramenait chez elle, elle laissa enfin couler les larmes. Des larmes de fatigue, de douleur, de frustration.
mais aussi des larmes de détermination. Parce que malgré tout, malgré chaque insulte et chaque humiliation, elle n'abandonnerait pas. Elle ne pouvait pas. Elle avait 18 ans d'absence à compenser, même si Isabelle ne le savait jamais, même si le prix était sa propre dignité. Le lundi suivant la fête apporta un changement dans la dynamique de la maison. Hélène et Robert, les parents adoptifs d'Isabelle, étaient revenus de voyage. Solange les rencontra pour la première fois ce matin-là, en arrivant au travail. Hélène était une femme élégante d'une 50aine d'années, aux cheveux blonds parfaitement coupés, aux vêtements discrets mais clairement chers. Elle avait un air d'autorité naturelle, mais n'était pas hostile. Elle salua Solange d'un signe de tête poli et lui offrit un café, que Solange déclina respectueusement. Robert était un homme grand, grisonnant, constamment occupé par son téléphone et des dossiers de travail. Il remarqua à peine la présence de Solange, immergée dans ses propres préoccupations professionnelles. Pendant quelques jours, la présence des parents sembla modérer le comportement d'Isabelle. Les ordres étaient donnés sur un ton moins sec, les regards de mépris étaient plus discrets. Mais Solange percevait que ce n'était qu'une façade. Quand Hélène et Robert n'étaient pas là, Isabelle redevenait la même jeune femme cruelle. Le jeudi de cette semaine-là, Solange repassait dans la buanderie quand elle entendit Isabelle crier depuis l'étage. Son cœur s'accéléra. Elle monta les escaliers en courant, craignant une urgence. Elle trouva Isabelle dans le dressing, tenant un chemisier blanc dans ses mains, le visage tordu de fureur. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» cria Isabelle en secouant le chemisier en l'air. Solange s'approcha, essayant de comprendre. « J'ai lavé vos vêtements comme je le fais toujours. Vous avez détruit mon chemisier, regardez ça !» Isabelle montra une petite tache jaunâtre sur la manche du chemisier. Solange se souvint de cette pièce. C'était un tissu délicat qu'elle avait lavé à la main avec le plus grand soin. « Isabelle, je l'ai lavé avec beaucoup de soin. Cette tache était déjà là quand… »« Pas du tout !» interrompit Isabelle. « Ce chemisier était parfait. Vous avez dû utiliser de l'eau de Javel ou un mauvais produit. Vous savez combien a coûté ce chemisier ? 1 000 €. Il est importé, d'une boutique exclusive à Paris. » Solange sentit la panique monter. 1 000 €. Presque tout son salaire mensuel de 1 200 €. « Je vous jure que j'ai fait très attention. Je l'ai lavé à la main, avec du savon neutre, exactement comme… »« Je ne veux pas de vos excuses, » coupa Isabelle. « Vous avez été négligente et maintenant vous allez payer pour ça. Littéralement. » Isabelle descendit l'escalier avec le chemisier à la main, Solange derrière elle, le cœur battant la chamade. Elles trouvèrent Hélène dans le salon, lisant un magazine de décoration. « Maman, il faut que je te parle, » dit Isabelle, sa voix prenant un ton de victime que Solange n'avait jamais entendu auparavant. « Solange a ruiné mon nouveau chemisier, celui que tu m'as offert. » Hélène regarda le chemisier, puis Solange. Quel dommage, ce chemisier était vraiment magnifique. « Il l'était, » insista Isabelle. « Maintenant, il est détruit, et il coûte 1 000 €. Je pense qu'il est juste que ce soit déduit. De son salaire, tu ne crois pas ?» Hélène hésita un instant, et dans cette brève seconde, Solange espéra que la femme serait raisonnable. Mais Hélène acquiesça. « Si tu es sûre que c'est de sa faute, Isabelle, alors oui. Solange, le montant sera déduit de votre prochain paiement. » « Mais Madame Hélène, » commença Solange, la voix tremblante, « je n'ai vraiment pas été négligente. Cette tâche… » « Solange, je suis désolé, mais je dois faire confiance à la parole de ma fille, » dit Hélène, son ton n'étant plus chaleureux mais pas exactement cruel. « Ces choses arrivent. Vous devez faire plus. Attention avec les vêtements délicats. » Le montant de la déduction fut confirmé. 1 000 € sur un salaire de 1 200. Il restait 200 € pour tout le mois. 200 € qui payaient à peine ses factures d'électricité et d'eau dans son petit appartement. Sans parler de la nourriture, du transport et de toutes les autres nécessités de base. Solange quitta le salon les jambes flageolantes, remonta pour continuer son travail, mais arrivée dans la chambre d'amis vide, elle ferma la porte et s'effondra enfin. Elle s'assit sur le sol, le dos contre le mur, et pleura silencieusement. Comment paierait-elle son loyer? Comment achèterait-elle de la nourriture? Elle avait une petite réserve d'urgence, mais utiliser cet argent signifiait se retrouver sans aucune protection, complètement vulnérable. Après quelques minutes, elle s'essuya le visage et se leva. Elle ne pouvait pas perdre ce travail, pas maintenant, pas alors qu'elle était enfin près d'Isabelle. Elle retourna au travail le cœur lourd,
chaque tâche portant désormais le poids supplémentaire de l'injustice. Les jours suivants, Isabelle semblait avoir gagné une nouvelle confiance en son pouvoir sur Solange. Les humiliations devinrent plus fréquentes et plus publiques. Un après-midi, alors que des amis étaient en visite, elle appela Solange dans le salon. « Solange, montrez vos mains à mes amis », ordonna Isabelle avec un étrange sourire aux lèvres. Solange hésita, confuse. « Mademoiselle, vos mains, montrez-les. » À contre-cœur, Solange tendit ses mains. Elles étaient calleuses, avec des ongles courts et sans vernis, marqués par des années de travail pénible et de produits de nettoyage agressifs. « Regardez, » dit Isabelle à ses amis, « ce sont des mains de quelqu'un qui travaille vraiment. Pas comme les nôtres, hein ?» Les filles rirent un son inconfortable qui résonna dans le salon. L'une d'elles, au moins, eut la décence de paraître embarrassée. Solange baissa les mains, le visage brûlant d'humiliation. « Vous pouvez y aller, Solange », la congédia Isabelle, reportant son attention sur ses amis comme si la femme de ménage avait déjà cessé d'exister. Ce soir-là, alors qu'elle nettoyait la cuisine après le dîner, Solange entendit Hélène et Robert discuter dans le salon adjacent. La porte était entr'ouverte et les voix portaient. « Je suis inquiète pour Isabelle, » disait Hélène. « Elle est si différente ces derniers temps. Plus dure. »« Ce sont les hormones, ma chérie, » répondit Robert distraitement. « Elle a 18 ans. C'est une phase. Je ne sais pas. Parfois, elle traite les gens avec une telle froideur. J'ai vu comment elle a parlé à la femme de ménage aujourd'hui. C'était inutilement cruel. Tu l'as trop gâtée quand elle était enfant. Maintenant, tu en récoltes les fruits. Nous l'avons gâtée, Robert, nous deux, et il est peut-être temps d'avoir cette conversation avec elle, sur l'adoption. » Il y eut une pause. Solange arrêta de nettoyer, osant à peine respirer. « Je pense encore que c'est trop tôt, » dit Robert finalement. « Elle a 18 ans. Ce n'est plus une enfant. Elle mérite de connaître la vérité sur ses origines, sur le sacrifice que sa mère biologique a fait. Attendons encore un peu. Quand elle sera plus mûre. » Les voix s'éloignèrent et Solange recommença à respirer. Alors, il comptait vraiment lui dire. Isabelle ne savait pas qu'elle était adoptée. Elle n'avait aucune idée que cette femme de ménage qu'elle traitait avec tant de mépris était la femme qui lui avait donné la vie, qui avait renoncé à tout pour qu'elle ait un avenir meilleur. Solange s'appuya sur l'évier, sentant ses jambes faiblir. L'ironie était trop cruelle. Pendant toutes ces années, elle avait imaginé sa fille posant des questions sur elle, voulant la connaître, peut-être même l'aimant de loin. Elle n'avait jamais imaginé qu'Isabelle ne connaîtrait pas son existence, qu'elle vivrait une vie d'ignorance complète sur ses véritables racines. Le vendredi, le jour de paix arriva. Hélène tendit à Solange une enveloppe qui semblait douloureusement fine. À l'intérieur se trouvaient 200 € en billets froissés et un reçu indiquant la déduction de 1 000 € pour le chemisier prétendument endommagé. Solange glissa l'enveloppe dans sa poche sans la regarder, murmura un merci et retourna au travail. Ce soir-là, assise dans son petit appartement, elle compta et recompta l'argent faisant des calculs mentaux. Elle pouvait payer la facture d'électricité ou acheter de la nourriture, mais pas les deux. Elle pouvait payer une partie du loyer, mais resterait endettée pour le reste. Sa réserve d'urgence devrait couvrir la différence, la laissant avec presque rien. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler dans la demeure, Solange se demanda si elle pourrait continuer. La douleur physique du travail pénible était supportable. La douleur émotionnelle des humiliations constantes était difficile, mais gérable. Mais la douleur financière, le désespoir de ne pas savoir comment elle survivrait le mois suivant, menaçait de briser sa détermination. Mais alors elle regarda la seule photo qu'elle avait d'Isabelle bébé, cachée dans un tiroir sous ses vêtements. C'était un Polaroid délavé, pris à l'hôpital quelques minutes après la naissance. Isabelle était enveloppée dans la couverture brodée, les petits yeux fermés, le visage rouge et froissé de nouveau-né. Et dans le coin de la photo, presque hors du cadre, se trouvait la petite tache de naissance sur l'épaule du bébé. Une demi-lune parfaite identique à celle que Solange avait sur sa propre épaule. Elle traça le contour de la photo avec son doigt, se souvenant de ce moment. Le poids du bébé dans ses bras, l'odeur douce de peau neuve, le son léger de la respiration. Elle se souvint avoir chanté une berceuse, même en sachant que ce seraient leurs dernières heures ensemble.
Elle se souvint avoir embrassé cette tâche de naissance, murmurant des promesses d'amour éternel qu'un bébé ne pouvait pas comprendre. Non, décida Solange en rangeant la photo. Elle n'abandonnerait pas. Elle trouverait un moyen de survivre le mois. Elle ferait des petits boulots le week-end, sauterait des repas, économiserait sur tout ce qu'elle pouvait. Mais elle ne renoncerait pas à la seule chance qu'elle avait d'être près de sa fille, même si cette fille ne savait pas qui elle était vraiment, même si cette fille la traitait comme quelque chose de moins qu'humain, parce que l'amour d'une mère, le véritable amour d'une mère, n'abandonne pas, peu importe le prix. Le samedi arriva, ensoleillé et chaud, un de ces jours d'été parisiens qui faisaient briller l'asphalte et trembler l'air. Solange arriva à la demeure à 8 heures du matin, comme convenu. Hélène et Robert étaient repartis tôt pour un tournoi de tennis au club et ne rentreraient qu'en fin d'après-midi. Isabelle dormait encore quand Solange entra. La maison était silencieuse, seulement le léger vrombissement de la climatisation et le chant lointain des oiseaux dans le jardin. Solange commença son travail par la cuisine, préparant le petit déjeuner qu'Isabelle finirait par descendre prendre, puis passa aux tâches de nettoyage. Vers 10 heures, elle entendit des pas à l'étage. Isabelle s'était réveillée. Solange continua de travailler, s'attendant à la liste inévitable de demandes. Mais Isabelle prit simplement une tasse de café, quelques fruits, et retourna dans sa chambre sans dire un mot. Quelques minutes plus tard, Solange l'entendit partir en voiture, probablement pour retrouver des amis. Il était rare d'avoir la maison pour elle seule. Solange termina de nettoyer le salon et les salles de bain du rez-de-chaussée, puis monta à l'étage. Elle avait pour instruction de changer les draps de la chambre d'Isabelle et de ranger le dressing. Une tâche devenue hebdomadaire en raison de la tendance de la jeune femme à tout laisser en désordre. Elle entra dans la chambre avec précaution, même en sachant qu'elle était seule. Elle changea les draps de satin pour d'autres tout aussi luxueux, puis passa au dressing. En rangeant les vêtements, son regard fut attiré par le bureau à côté de la fenêtre. Il y avait des piles de papier, des livres de mode, des magazines, et un tiroir entrouvert. Solange s'approcha, la curiosité l'emportant sur la prudence. Elle n'avait pas l'habitude de fouiller dans les affaires personnelles d'Isabelle, au-delà du nécessaire pour le nettoyage. Mais ce tiroir, légèrement ouvert, révélait le coin d'une chemise en cuir marron. Quelque chose à l'intérieur l'attira. Elle regarda par-dessus son épaule, vérifiant qu'elle était bien seule. La maison restait silencieuse. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit davantage le tiroir et sortit la chemise. Elle était lourde, en cuir véritable, avec un fermoir doré. Solange la posa sur le bureau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une collection de documents protégés par des pochettes en plastique transparent. Son cœur se mit à battre plus vite quand elle vit le premier document. C'était un acte de naissance, mais pas l'acte de naissance officiel qu'Isabelle utilisait au quotidien. C'était l'acte original, le vrai. Et il était là, en lettres noires et officielles, nom de la mère, Solange Marie Dubois, nom du père, inconnu. Date de naissance, 15 mars 2007. Maternité de Port-Royal, Paris. Les larmes vinrent instantanément, brouillant sa vision. Solange s'essuya les yeux avec le dos de la main et continua de tourner les documents. Il y avait l'acte d'adoption, signé par elle avec une écriture tremblante qu'elle reconnaissait à peine comme la sienne. Il y avait les documents légaux transférant la garde à Hélène et Robert Lemoine, et puis les photos. La première était de Solange à l'hôpital, à seulement 25 ans, l'air épuisé et effrayé, tenant un bébé enveloppé dans une couverture blanche aux broderies bleues. Ses jeunes yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais il y avait un doux sourire sur ses lèvres alors qu'elle regardait sa fille. La deuxième photo montrait le bébé de plus près, et là, visible et indubitable, se trouvait la tache de naissance sur l'épaule. Une demi-lune parfaite, foncée sur la peau claire du nouveau-né. La même tache que Solange avait sur sa propre épaule, cachée sous son uniforme de travail. Il y avait d'autres photos. Solange tenant le bébé contre sa poitrine, Solange embrassant le minuscule front. La dernière photo était celle d'une infirmière emportant le bébé, et Solange en arrière-plan, le visage caché dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Mais ce qui brisa complètement Solange, ce fut la lettre. Elle était dans une enveloppe jaunie par le temps, pliée avec soin. Solange la reconnut immédiatement. C'était son écriture,
sa calligraphie hésitante d'il y a 18 ans. Les mains tremblant violemment, elle déplia le papier et commença à lire les mots qu'elle avait écrits lors d'une des nuits les plus sombres de sa vie. « Ma chère fille », commençait la lettre. « J'écris ceci le cœur brisé, en 1000 morceaux, sachant que tu ne liras peut-être jamais ces mots, mais ayant besoin de les dire quand même. Je t'aime. Je t'aime plus que tout ce que j'ai aimé dans cette vie, plus que moi-même, plus que mon propre souffle, et c'est pourquoi je fais ce choix impossible. Je n'ai rien à te donner, pas d'argent, pas de maison, pas d'éducation, ni d'opportunité. Je vis dans une chambre minuscule où tient à peine un lit. Je travaille à 3 emplois et pourtant j'ai à peine de quoi manger un repas par jour. Si je te gardais avec moi, tu grandirais dans la plus profonde pauvreté. Tu aurais faim. Tu n'aurais pas de vêtements convenables, une école décente, un médecin quand tu serais malade. Et je ne te le pardonnerai jamais. Je ne me pardonnerai jamais de te condamner à une vie de souffrance alors qu'il y a une chance, une seule chance, que tu aies quelque chose de mieux. Les médecins m'ont dit qu'il y a un couple qui attend. Des gens bien, avec des ressources, avec de l'amour à donner. Ils te donneront tout ce que je ne peux pas. L'éducation, la sécurité, les opportunités, une vie, une vraie vie, pas cette survie désespérée qui est tout ce que je connais. Mais je veux que tu saches, où que tu sois, qui que tu deviennes, que cette décision me tue de l'intérieur, que chaque seconde que je passe à te tenir est à la fois le plus grand bonheur et la plus grande agonie, que je passerai le reste de ma vie à me demander si tu vas bien, si tu es heureuse, si je te manque même sans savoir que j'existe. Tu as une tache sur l'épaule droite en forme de demi-lune, j'ai la même tache. C'est notre connexion, notre lien de sang que personne ne peut effacer. Où que tu ailles, tu emportes un morceau de moi, et je te porterai dans chaque battement de mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Si un jour tu me cherches, si un jour tu veux me connaître, je serai là. J'attendrai, toujours. Et si tu ne me cherches jamais, si tu vis une vie heureuse sans jamais savoir que j'existe, c'est bien aussi. Parce que tout ce que je veux, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois heureuse. Je t'aimerai pour toujours, ma petite. N'oublie jamais que tu as été désirée, aimée, et que cette séparation est le plus grand sacrifice que j'ai jamais fait par amour. Ta mère qui t'aimera toujours, Solange. Solange ne réalisa pas qu'elle pleurait, jusqu'à ce qu'une larme tombe sur le papier tachant l'encre ancienne. Elle essuya rapidement la lettre, remit tout dans la chemise exactement comme elle l'avait trouvé et ferma le tiroir. Elle s'assit sur le lit d'Isabelle un long moment, essayant de reprendre contenance. Maintenant, elle comprenait. Isabelle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée qu'elle était adoptée, encore moins qui était sa mère biologique. Elle vivait une vie d'ignorance complète, traitant sa propre mère comme un déchet sans connaître la vérité. Et Hélène et Robert avaient tout gardé. Ils n'avaient pas détruit les registres, n'avaient pas caché l'histoire. Ils l'avaient gardée avec soin, attendant le bon moment pour la révéler. C'étaient des gens bien, après tout, des gens qui respectaient la vérité, même si elle faisait mal. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant la tira de ses pensées. Isabelle était de retour. Solange se leva rapidement, s'essuya le visage et retourna au travail, faisant semblant de ranger le dressing quand Isabelle monta les escaliers. « Vous n'avez pas encore fini ici ?» demanda Isabelle en entrant dans la chambre avec des sacs de courses. « Je suis presque en train de finir, » répondit Solange, la voix étonnamment ferme. Isabelle jeta les sacs sur le lit et alla dans la salle de bain. Solange termina rapidement et descendit, le cœur encore battant à la suite de sa découverte. Elle passa le reste de l'après-midi en pilote automatique, nettoyant et rangeant, son esprit tournant autour de ses documents, de ses photos, de cette lettre. En fin d'après-midi, alors qu'elle préparait une collation dans la cuisine, Isabelle apparut et s'assit au comptoir, consultant son téléphone. Il y avait une étrangeté dans l'air, un silence pas totalement hostile. « Vous avez des enfants ?» demanda Isabelle soudainement, sans quitter son téléphone des yeux. La question prit Solange complètement au dépourvu. Son cœur fit un bond. « J'ai eu une fille. »« Eux ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Solange respira profondément. « Je l'ai donnée à l'adoption quand j'étais très jeune. » Isabelle leva enfin les yeux, une expression de curiosité mêlée de dédain sur le visage. « Vraiment ? Pourquoi ?
Parce que je n'avais pas les moyens de l'élever. J'étais trop jeune, trop pauvre. Je voulais qu'elle ait une vie meilleure que celle que je pouvais lui donner. Isabelle laissa échapper un petit rire, un son d'incrédulité. Une vraie mère n'abandonne pas son enfant, peu importe la difficulté. Une vraie mère reste et se bat. Les mots furent comme des coups de poignard. Solange s'agrippa au bord de l'évier, ses ongles pressant l'inox. « Vous ne savez pas ce que c'est, Isabelle. Vous ne savez pas ce que c'est de n'avoir rien, d'être rien, et de regarder un bébé en sachant que vous ne ferez que l'entraîner dans votre chute. » Isabelle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je pense juste que c'est une excuse. Si vous l'aimiez vraiment, vous auriez trouvé un moyen. » Elle sauta du comptoir et quitta la cuisine, laissant Solange seule avec les mots empoisonnés résonnant dans son esprit. Une vraie mère n'abandonne pas son enfant. Sa propre fille, sans le savoir, venait de juger la décision la plus douloureuse de sa vie. Elle venait de qualifier son plus grand sacrifice d'abandon. Solange termina sa journée de travail machinalement, ayant du mal à se concentrer. Quand elle quitta enfin la demeure et que le portail se referma derrière elle, elle s'autorisa à pleurer librement pendant toute la marche jusqu'à l'arrêt de bus. Les mots d'Isabelle se mêlaient aux mots de la lettre, créant une tempête de culpabilité et de douleur qui menaçait de la noyer. Les 2 semaines suivantes furent les plus difficiles depuis que Solange avait commencé à travailler dans la demeure. Après la conversation sur l'adoption, quelque chose avait changé. Isabelle semblait avoir trouvé un nouvel angle de cruauté, faisant des commentaires constants sur la responsabilité maternelle et ce que signifie être une bonne mère. « Ma mère dit toujours qu'une vraie mère sacrifierait n'importe quoi pour ses enfants », commentait Isabelle, pendant que Solange nettoyait autour d'elle. « Elle ne m'abandonnerait jamais, quoi qu'il arrive. » Ou encore, « Je ne peux pas imaginer donner un enfant à des étrangers. Ce doit être la chose la plus égoïste au monde. » Chaque mot était une torture raffinée, et le pire était qu'Isabelle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Elle ne savait pas que chaque commentaire était un coup de couteau direct dans le cœur de la femme qui nettoyait ses chambres, lavait ses vêtements, supportait ses humiliations. Solange continuait son travail en silence, comptant les jours jusqu'au prochain paiement, économisant chaque centime, survivant de riz et de haricots dans son petit appartement. Mais chaque jour, il devenait plus difficile de maintenir la façade, plus difficile de ne pas crier la vérité. Hélène et Robert continuaient leur vie bien remplie, remarquant à peine la dynamique entre la femme de ménage et leur fille. Quand ils étaient présents, Isabelle se comportait mieux, mais dans les moments où elles étaient seules, elle semblait tester jusqu'où elle pouvait aller. Ce fut un mardi, 2 semaines après la découverte des documents, que tout atteignit son point de rupture. Solange était dans la buanderie pliant des vêtements quand elle entendit la voix d'Isabelle venant du couloir. Elle était au téléphone et quelque chose dans son ton fit que Solange arrêta de travailler et prêta attention. « Non, sérieusement, Marine, c'est trop drôle », disait Isabelle entre 2 rires. « La nouvelle femme de ménage est tellement pathétique. Hier, elle a pratiquement supplié de ne plus rien déduire de son salaire. Comme si ça m'importait. C'est ma mère qui paye son salaire, pas moi. » Silence pendant que la personne à l'autre bout du fil parlait. « Je sais, mais c'est tellement amusant de voir comment elle s'humilie. Elle fait littéralement tout ce que je lui dis. L'autre jour, je lui ai fait nettoyer la même salle de bain 3 fois de suite juste pour le plaisir, et elle l'a fait sans discuter. C'est comme avoir un robot qu'on peut maltraiter et qui ne réagit pas. » Plus de silence. Solange était figée, les mains agrippant une serviette pliée, les yeux fixés sur le mur. Non, elle n'a aucune dignité. C'est le genre de personne qui est née pour servir, tu sais. Elle a même eu le courage de me dire qu'elle a donné une fille à l'adoption. Imagine être si incompétente que tu ne peux même pas t'occuper de ton propre enfant. Le rire qui suivit fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Quelque chose en Solange se brisa. Toutes les semaines d'humiliation, toutes les nuits à pleurer, toute la douleur accumulée de 18 ans de séparation et de regrets remontèrent à la surface comme une vague incontrôlable. Ses mains lâchèrent à la serviette. Son corps se tourna et commença à marcher vers le couloir. Isabelle était adossée au mur près de l'escalier, riant encore au téléphone, complètement inconsciente de ce qui allait se passer. Solange s'arrêta à quelques mètres d'elle, et sa voix, quand elle sortit, était ferme et claire, d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des semaines. « Ça suffit. » Isabelle se retourna, surprise. «
Marine, je te rappelle, dit-elle rapidement au téléphone avant de raccrocher. Quoi? J'ai dit que ça suffit, répéta Solange, en faisant un pas en avant. Je n'en peux plus. Je ne vais pas rester ici à vous écouter m'humilier, me ridiculiser, rire de ma douleur. De quoi parlez-vous? Demanda Isabelle, la voix prenant ce ton de supériorité irritée. Vous travailliez ou vous écoutiez des conversations privées? J'écoutais que vous me traitiez de pathétique, d'humilié, de personne sans dignité née pour servir. Le visage d'Isabelle rougit légèrement, mais elle reprit rapidement son expression. Et alors? C'est la vérité. Vous êtes l'employé. Je suis la patronne. C'est comme ça que ça marche. Non, Isabelle, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas seulement l'employé. Isabelle croisa les bras. Ah, maintenant vous allez me faire la morale? Une femme qui a abandonné sa propre fille? Je n'ai pas abandonné ma fille, dit Solange, la voix tremblante mais ferme. Je l'ai tellement aimée que je lui ai donné la seule chance qu'elle avait d'avoir une vie meilleure. Et vous savez quoi, Isabelle? Je suis votre mère. Le silence qui suivit fut absolu. Isabelle resta complètement immobile, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. Pendant un long moment, aucune des deux ne bougea. Quoi? Murmura enfin Isabelle. Vous avez bien entendu. Je suis votre mère biologique, la femme que vous avez traitée de pathétique, de sans dignité, d'incompétente. Je vous ai portée dans mon ventre pendant 9 mois. Je vous ai mise au monde le 15 mars 2007, à 6h20 du matin, à la maternité de Port-Royal. Vous pesiez 3,4 kg. Je vous ai enveloppé dans une couverture blanche aux broderies bleues que j'avais cousue moi-même. Et puis, je vous ai confié à Hélène et Robert parce que c'était la seule façon de garantir que vous auriez une vie que je n'aurais jamais pu vous donner. « Vous êtes folle, » dit Isabelle, mais sa voix était faible, incertaine. « C'est... vous inventez ça pour... Pourquoi? Obtenir de l'argent? Me faire chanter? Je ne veux pas de votre... argent, Isabelle. Je n'en ai jamais voulu. Je voulais juste être près de vous, voir comment vous aviez grandi, connaître la personne que vous êtes devenue. Et vous savez comment je peux prouver que je dis la vérité? Comment? La défia Isabelle, mais il y avait de la peur dans ses yeux maintenant. Vous avez une tache de naissance sur l'épaule droite, en forme de demi-lune. J'ai la même tache. Et il y a plus. Vos parents adoptifs ont gardé tous les documents de l'adoption dans une chemise en cuir marron dans le tiroir de votre bureau. Il y a des photos de moi vous tenant à l'hôpital. Il y a l'acte de naissance original avec mon nom. Et il y a une lettre que je vous ai écrite le jour où je vous ai confié, expliquant pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Le visage d'Isabelle était maintenant complètement blanc. Elle secoua la tête reculant. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Mes parents me l'auraient dit. Ils comptaient vous le dire. Je les ai entendus en parler. Ils attendaient le bon moment. Mais ils n'ont jamais imaginé que la femme de ménage qu'ils avaient engagée, c'était moi. Vous mentez, insista Isabelle, mais les larmes commençaient à se former dans ses yeux. Vous inventez tout ça. Alors allez vérifier, dit Solange calmement. Allez dans votre chambre. Ouvrez le tiroir. Lisez la lettre. Regardez les photos. Et ensuite, dites-moi si je mens. Isabelle resta immobile un instant de plus, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, la panique visible sur chaque trait de son visage. Puis elle se tourna et monta les escaliers en courant, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Solange resta où elle était, tremblant maintenant, que l'adrénaline commençait à retomber. Elle l'avait fait. Elle avait dit la vérité. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle s'assit sur la marche inférieure de l'escalier, ses jambes ne la soutenant plus, et attendit. En haut, elle pouvait entendre Isabelle courir dans sa chambre, des tiroirs s'ouvrir violemment, le bruit de papier qu'on remuait. Et puis, le silence. Un silence profond et lourd. Solange imagina Isabelle lisant la lettre, voyant les photos, faisant le lien. 18 ans de mensonges s'effondrant en quelques minutes. 18 ans d'identité remise en question. Après ce qui parut une éternité, Solange entendit un son. C'était un sanglot, puis un autre, et puis des pleurs francs, forts et désespérés, le genre de pleurs qui vient du fond de l'âme. Quelques minutes plus tard, elle entendit la voix étouffée d'Isabelle au téléphone.
Maman, maman, il faut que tu rentres à la maison maintenant. Maintenant, j'ai découvert quelque chose. Sur moi. S'il te plaît, rentre. Plus de pleurs, plus de silence, et puis des pas descendant l'escalier. Isabelle apparut le visage complètement trempé de larmes, tenant la chemise en cuir à deux mains comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ses yeux, si pleins d'arrogance et de mépris ces dernières semaines, étaient maintenant brisés, vulnérables, perdus. Elle s'arrêta devant Solange, qui était toujours assise sur la marche, et pendant un long moment, elles se regardèrent simplement. La mère qui avait tout sacrifié et la fille qui n'avait jamais su. « C'est vrai », murmura Isabelle, la voix brisée. « Tout est là, les photos, l'acte de naissance, la lettre, tout. Vous êtes vraiment... » « Je suis ta mère, » compléta doucement Solange, « et je sais que tu es confuse et effrayée maintenant, mais tu dois savoir que tout ce que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise, c'était par amour pour toi. Je t'ai traité. Oh mon Dieu, je t'ai si maltraité. » Les larmes coulèrent librement maintenant, et Isabelle semblait avoir du mal à respirer. « J'ai dit des choses horribles. Je t'ai fait subir des choses horribles. Et pendant tout ce temps, tu es... » Elle ne pouvait plus terminer ses phrases. Ses jambes cédèrent, et elle tomba à genoux sur le sol, la chemise tombant à côté, sanglotant avec une intensité qui faisait trembler tout son corps. Les semaines de cruauté, chaque insulte, chaque humiliation, chaque moment de mépris, tout revenait maintenant avec un poids multiplié par la vérité révélée. Solange descendit de la marche et s'agenouilla à côté d'Isabelle, mais ne la toucha pas. Elle ne savait pas si elle en avait le droit. Elle resta simplement là, proche, attendant. « Comment as-tu supporté ?» demanda Isabelle entre deux sanglots. « Comment es-tu resté ici, me laissant te traiter de cette façon, en sachant qui tu étais? Parce que chaque moment près de toi, aussi douloureux soit-il, était meilleur que 18 ans loin de toi. Parce que j'aurais traversé n'importe quoi, supporté n'importe quelle humiliation, juste pour avoir la chance de voir ton visage chaque jour, de savoir que tu allais bien, de faire partie de ta vie, même si tu ne le savais pas. » Isabelle leva son visage trempé de larmes et regarda Solange avec une expression de douleur si profonde qu'elle brisa le cœur de sa mère. « Pardonne-moi, murmura-t-elle. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. »« Je sais que tu ne savais pas, » répondit gentiment Solange. « Et il n'y a rien à pardonner, tu ne pouvais pas savoir. »« Mais ça ne justifie pas, » insista Isabelle, la voix montant en désespoir. « Rien ne justifie la façon dont je t'ai traité. Même si tu n'étais que la femme de ménage, même si nous n'avions aucun lien, ce serait quand même inexcusable. J'ai été cruel, j'ai été horrible, je suis horrible. Tu n'es pas horrible, Isabelle. Tu es jeune, et tu as été gâtée, et tu n'as pas encore appris la valeur des gens. Mais tu peux apprendre. Il est encore temps de devenir une meilleure personne. »« Comment ?» pleura Isabelle. « Comment puis-je réparer ça? Comment puis-je compenser ce que j'ai fait ?» Solange tendit enfin la main et toucha le visage d'Isabelle, essuyant ses larmes avec son pouce. Ce simple geste, le premier contact maternel en 18 ans, fit complètement craquer Isabelle. Elle se jeta dans les bras de Solange, la serrant avec une force désespérée, comme si elle craignait que sa mère ne disparaisse si elle la lâchait. Solange la serra contre elle, sentant le poids de sa fille contre sa poitrine, sentant les larmes mouiller son simple uniforme. Et puis elle aussi se mit à pleurer. 18 ans de douleur, de manque, de regret, d'amour inexprimé, tout sortant en sanglots silencieux, tandis qu'elle berçait la fille qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Elles restèrent ainsi de longues minutes, agenouillées sur le sol du couloir, mère et fille enfin réunies, pleurant ensemble toutes les larmes qu'elles n'avaient pas pu pleurer pendant près de 2 décennies. « Désolée, » continuait Isabelle, entre deux sanglots. « Désolée, désolée, désolée. »« Tout va bien, » murmurait Solange, en caressant les cheveux de sa fille. « Nous sommes ensemble maintenant, c'est tout ce qui compte. » Le son de la porte d'entrée s'ouvrant les sépara. Hélène entra rapidement, clairement inquiète par l'appel urgent d'Isabelle. Robert la suivait, de près, rangeant ses clés dans sa poche. « Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que c'était urgent. »
Hélène s'arrêta dans le couloir, voyant la scène devant elle. La femme de ménage et sa fille par terre, enlacées, toutes deux le visage trempé de larmes. La chemise en cuir ouverte à côté, des documents éparpillés. Le visage d'Hélène pâlit. Elle comprit immédiatement. « Oh !» dit-elle simplement, sa main se posant sur sa poitrine. « Oh, mon Dieu !» Robert s'approcha, confus, jusqu'à ce qu'il voie les documents par terre. Alors ses yeux s'écarquillèrent aussi. « Solange !» Isabelle se leva lentement, s'essuyant le visage avec le dos de ses mains. « Vous saviez ?» demanda-t-elle, sa voix encore tremblante, mais avec une pointe d'accusation. « Vous saviez qui elle était ?»« Non », répondit rapidement Hélène, en descendant le reste des escaliers. « Isabelle, je te jure que nous ne savions pas. Quand nous avons engagé Madame Solange, nous n'avions aucune idée. Elle a utilisé un nom légèrement différent, elle est passée par l'agence Solange Marie, expliqua Solange en se levant aussi. Sur l'acte d'adoption, c'est Solange Marie Dubois, mais j'ai toujours utilisé seulement Solange. L'agence n'a pas fait le lien. Hélène regarda Solange, et il y avait des larmes dans ses yeux aussi maintenant. Vous aviez planifié ça. Vous avez obtenu ce travail ici exprès. Solange acquiesça. J'ai passé des années à chercher Isabelle. Quand j'ai enfin découvert où elle était, je savais que je ne pouvais pas simplement débarquer et me présenter, mais j'avais besoin d'être près d'elle, de voir comment elle était. Alors j'ai obtenu ce travail. Et moi, dit Isabelle, sa voix se brisant à nouveau, je l'ai traitée pire que quiconque ne mérite d'être traité. Je l'ai humiliée, je l'ai ridiculisée. J'ai pris presque tout son salaire pour un chemisier que j'avais moi-même taché en l'accusant. Je lui ai fait nettoyer toute la maison seule après la fête jusqu'à 5 heures du matin. Et pendant tout ce temps, c'était ma mère. Hélène alla vers Isabelle et la prit dans ses bras. « Ma chérie, tu ne savais pas. »« Mais j'aurais dû être meilleure » cria Isabelle contre l'épaule d'Hélène. « Même sans le savoir, j'aurais dû la traiter avec un respect élémentaire, avec dignité humaine. Qu'est-ce que ça dit de moi? Quel genre de personne suis-je ?»« Une personne qui peut changer, » dit Robert, parlant pour la première fois. Sa voix était ferme mais douce. Une personne qui vient d'apprendre une leçon très dure sur l'empathie et le respect, et qui fera différemment à partir de maintenant. Hélène se détacha d'Isabelle et s'approcha de Solange. Les deux femmes se regardèrent, mère biologique et mère adoptive, unies par la même fille. Hélène tendit la main, puis changea d'avis et attira Solange dans ses bras. « Merci », murmura Hélène à l'oreille de Solange. « Merci de me l'avoir donné, de m'avoir fait confiance, d'avoir fait le sacrifice le plus difficile qu'une mère puisse faire. » Solange rendit l'étreinte, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Merci de l'avoir aimé, de lui avoir donné tout ce que je ne pouvais pas. Merci d'avoir été la mère que je n'ai pas pu être. »« Tu as toujours été sa mère, » dit Hélène en s'écartant et en tenant les mains de Solange. « Juste de différentes manières. J'ai eu le privilège de l'élever, mais tu as eu le courage de lui donner cette chance. C'est l'amour dans sa forme la plus pure et la plus sacrificielle. » Quand elles se séparèrent, Hélène essuya ses propres larmes et adopta une posture plus décidée. « Solange, vous ne travaillerez plus comme femme de ménage dans cette maison. À partir de maintenant, vous êtes notre invitée. Nous avons des chambres de libre. L'une d'elles est la vôtre, pour aussi longtemps que vous voudrez rester. »« Maman, » interrompit Isabelle, « elle n'est pas une invitée. Elle est ma mère, notre famille. » Hélène sourit à travers ses larmes. « Tu as raison. Elle est de la famille. » Solange secoua la tête, encore en train de tout assimiler. « Je ne peux pas simplement... »« Si, vous le pouvez, » dit fermement Robert, « et vous le ferez. Isabelle a raison, vous faites partie de cette famille maintenant. Vous l'avez toujours été, en fait. Il a juste fallu du temps pour que nous le comprenions tous. » Le soir même, Solange fut déplacée de la petite chambre de bonne au fond de la propriété à une spacieuse chambre d'amis au 2e étage, avec vue sur le jardin. Ces quelques possessions semblaient perdues dans le grand espace, mais pour la première fois en 18 ans, elle sentait qu'elle appartenait à quelque part. Isabelle insista pour aider à ranger la chambre, apportant des serviettes douces, plaçant des fleurs fraîches sur la table de chevet, s'assurant que tout était parfait. Ses mouvements étaient délicats, soignés, si différents de l'arrogance désinvolte
avec laquelle elle se déplaçait habituellement dans la maison. « Tu as besoin de quelque chose d'autre » demanda Isabelle, ses mains nerveuses arrangeant les coussins pour la 3e fois. « Je peux apporter plus de couverture, ou des oreillers différents, ou… » « Isabelle, » interrompit doucement Solange. « C'est parfait. Tu es merveilleuse. » Les yeux d'Isabelle s'emplirent à nouveau de larmes. « Je veux juste… J'ai besoin de faire quelque chose qui montre que… »« Tu le fais déjà » dit Solange en s'asseyant sur le lit et en tapotant à côté d'elle pour qu'Isabelle s'assoie aussi. « Le simple fait d'être ici, de te soucier de moi, signifie tout pour moi. » Le lendemain, Isabelle insista pour réunir tout le personnel de la maison. La gouvernante, le jardinier, le chauffeur, tous furent appelés dans le salon. Solange se tenait à côté d'Isabelle, nerveuse, mais sa fille lui tenait fermement la main. « Je dois présenter des excuses publiques », commença Isabelle, sa voix claire mais émue. « Ces dernières semaines, j'ai traité Madame Solange d'une manière inacceptable. J'ai été cruelle, irrespectueuse et abusive. Et même si j'ai récemment découvert qu'elle est ma mère biologique, ce n'est pas une excuse. Elle méritait le respect simplement parce qu'elle est humaine, qu'elle travaille dur, qu'elle fait de son mieux. Et j'ai complètement échoué à lui accorder ce respect élémentaire. » Le personnel se regarda surpris. La gouvernante, Madame Carmen, avait les larmes aux yeux. Isabelle respira profondément et continua. « J'ai aussi commis une injustice financière. J'ai accusé Madame Solange d'avoir abîmé un chemisier et j'ai fait en sorte que 1 000 € soient déduits de son salaire. La vérité est que le chemisier était déjà taché et que ce n'était pas de sa faute. Je corrige donc cela. Le montant lui sera remboursé avec des intérêts et une prime de compensation supplémentaire. Et plus que cela, je veux que vous sachiez tous que j'apprécie profondément le travail de chacun d'entre vous. Vous faites fonctionner cette maison, et vous méritez d'être traités avec dignité et gratitude. » Elle se tourna vers Solange, les larmes aux yeux à nouveau. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas effacer les mots que j'ai dits ou les humiliations que j'ai causées, mais je peux promettre que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleur, à essayer d'être digne du sacrifice que tu as fait pour moi. » Solange attira Isabelle dans ses bras, et le personnel applaudit discrètement, beaucoup d'entre eux s'essuyant les yeux. Madame Carmen s'approcha ensuite et les serra toutes les deux dans ses bras, murmurant « Que Dieu vous bénisse toutes les deux ». Les semaines qui suivirent furent une période de reconstruction. Isabelle et Solange passaient des heures à discuter, à apprendre à se connaître. Isabelle voulait tout savoir. Comment s'était passée la grossesse? Comment s'était passée la naissance? Pourquoi Solange avait pris la décision de la confier à l'adoption? Comment avaient été les années suivantes? Solange racontait tout avec honnêteté, ne cachant pas la douleur, mais ne blâmant personne non plus. Elle parlait des nuits blanches à travailler à plusieurs emplois, de vivre dans une chambre minuscule où tenait à peine un lit, des repas sautés pour économiser de l'argent, de finalement atteindre une stabilité financière, mais de ne jamais surmonter la perte. « Je pensais à toi tous les jours », raconta Solange un soir, toutes deux assises dans le jardin sous les étoiles. À chacun de tes anniversaires, j'allumais une bougie et je chantais joyeux anniversaire toute seule. À chaque Noël, j'imaginais quel cadeau tu recevais. À chaque étape importante, premier jour d'école, fin du collège, je me demandais si tu étais heureuse, si tu avais des amis, si quelqu'un prenait bien soin de toi quand tu étais malade. « Et tu n'as jamais voulu me reprendre ?» demanda doucement Isabelle. « Tu n'as jamais pensé à essayer d'annuler l'adoption ?» Solange secoua la tête. « Chaque jour je le voulais. Mais ça n'aurait pas été juste pour toi. Hélène et Robert t'ont donné un foyer stable, une éducation, des opportunités. Je luttais encore pour survivre. Te reprendre aurait été de l'égoïsme de ma part, pas de l'amour pour toi. Le véritable amour signifie parfois laisser partir, même quand chaque fibre de ton être crie de s'accrocher. » Isabelle pleurait constamment pendant ces premières semaines, traitant non seulement la vérité sur ses origines, mais aussi sur ce qu'elle était devenue. La fille arrogante et cruelle commença à s'effriter, laissant place à quelqu'un de plus réfléchi, de plus compatissant, de plus conscient de sa position privilégiée dans le monde. Un après-midi, elle chercha Hélène dans le salon. « Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. » Hélène posa son magazine et accorda toute son attention à sa fille. « Bien sûr, ma chérie. Qu'y a-t-il ? Je veux commencer à faire du bénévolat. J'ai fait des recherches
et j'ai trouvé un foyer pour femmes en situation de vulnérabilité. Beaucoup d'entre elles des mères célibataires qui vivent ce que Solange a vécu. Je veux aider. Je veux faire une différence. » Hélène sourit, avec une fierté sincère. « Je trouve que c'est une idée merveilleuse, Isabelle. Ton père et moi te soutiendrons là-dedans. Et il y a plus, continua Isabelle. Je veux commencer à payer mes propres affaires. Je sais que vous avez de l'argent, mais je veux gagner le mien. Je veux travailler, même à temps partiel. J'ai besoin de comprendre la valeur de l'argent, la valeur du travail. » Robert, qui était entré dans le salon et avait entendu la conversation, s'approcha et embrassa le front de sa fille. « Nous sommes très fiers de toi, Isa, très fiers de la femme que tu deviens. » Isabelle commença à fréquenter le foyer 3 fois par semaine. Au début, c'était difficile, confrontant, de voir des femmes dans des situations si précaires. Mais avec le temps, elle développa des liens sincères, apprit des histoires de force et de résilience qui changèrent sa vision du monde. L'une de ces femmes, Jeanne, avait une histoire particulièrement similaire à celle de Solange. Mère célibataire de 2 enfants, travaillant à 3 emplois, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Isabelle demanda à Solange de la rencontrer. Le jour de la rencontre, Solange serra Jeanne dans ses bras comme si elles étaient de vieilles amies. « Je te comprends, » dit Solange. « Je comprends chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil, chaque larme cachée. Tu es forte, plus forte que tu ne l'imagines. » Jeanne s'effondra dans les bras de Solange et Isabelle observa, les larmes aux yeux, comment sa mère biologique offrait le genre de compréhension et d'empathie qui ne vient que de ceux qui ont vécu la même douleur. À ce moment-là, elle comprit vraiment la force de caractère de Solange, le courage qu'il avait fallu pour survivre et continuer à se battre toutes ces années. Isabelle commença aussi à traiter le personnel de la maison avec un respect sincère, apprenant leurs noms, leurs histoires, leurs familles. Elle découvrit que Madame Carmen avait 2 petits-enfants qu'elle voyait rarement parce qu'elle travaillait loin de chez elle. Elle découvrit que le jardinier, Monsieur François, rêvait d'ouvrir une petite pépinière. Elle découvrit que le chauffeur, Monsieur Michel, économisait depuis des années pour pouvoir payer les études de sa fille. Isabelle commença à utiliser son argent de poche pour aider ces personnes de manière modeste mais significative. Elle donna des jours de congé supplémentaires à Madame Carmen pour visiter ses petits-enfants. Elle aida Monsieur François avec des contacts pour des fournisseurs de plantes. Elle contribua au fonds d'études de la fille de Monsieur Michel. Tout cela discrètement, sans fanfare, car elle comprenait enfin que la dignité et le respect étaient plus importants que toute reconnaissance publique. Elle commença aussi à remettre en question ses propres privilèges. Elle vendit la moitié de ses vêtements de marque et donna l'argent au foyer. Elle annula son coûteux voyage en Europe et décida d'utiliser l'argent pour une meilleure cause. Elle commença à préparer son école de mode, non pas comme un passe-temps de fille riche, mais comme un véritable outil pour faire la différence, planifiant une ligne qui emploierait des femmes en situation de vulnérabilité. Hélène et Robert observèrent la transformation avec un mélange de fierté et de culpabilité. Un soir, après qu'Isabelle fut allée se coucher, ils discutèrent dans le salon. « Nous avons échoué avec elle, » dit Hélène, les larmes coulant. « Nous lui avons tout donné matériellement, mais nous avons échoué à lui enseigner les valeurs les plus importantes. » Robert prit la main de sa femme. « Nous n'avons pas complètement échoué. Regarde qui elle devient maintenant. Cela montre qu'elle a toujours eu ce potentiel en elle. Elle avait juste besoin d'un réveil. »« Un réveil douloureux, » murmura Hélène. « À cause de nos erreurs, Solange a terriblement souffert. » « Mais Solange a choisi de souffrir par amour, » dit doucement Robert. « Et maintenant, nous apprenons et grandissons tous ensemble. Cela a de la valeur. » Les 3 parents, biologiques et adoptifs, développèrent une relation unique au fil des mois. Il n'y avait ni compétition ni jalousie, seulement un objectif commun d'aider Isabelle à devenir la meilleure version d'elle-même. Hélène et Solange avaient de longues conversations sur la maternité, sur les défis d'élever une personne, sur les joies et les peines qui accompagnent ce rôle. « Tu as fait un travail merveilleux avec elle, » disait Solange. « Regarde la jeune, femme qu'elle devient. »« Seulement parce que tu lui as donné la base, » répondait Hélène. « Seulement parce que tu l'as assez aimée pour lui donner cette chance. » 6 mois après la révélation, un matin de septembre lumineux et chaud, Isabelle demanda à Solange de la retrouver dans le jardin. Quand Solange arriva,
Elle trouva Isabelle tenant un paquet emballé dans du papier Kraft avec un simple ruban. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Isabelle, les yeux brillants mais sans larmes cette fois. « J'ai passé des mois à chercher et j'ai finalement réussi. » Solange ouvrit le paquet avec soin, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait un cadre en bois travaillé à la main, et à l'intérieur du cadre, parfaitement préservé et restauré, se trouvait la couverture de bébé. La couverture blanche aux broderies bleues que Solange avait cousue 18 ans plus tôt, dans laquelle elle avait enveloppé Isabelle pour la première fois, qui était sur les photos de l'hôpital. « Isabelle » murmura Solange, en passant délicatement ses doigts sur le tissu. « Comment as-tu » Maman Hélène l'avait gardée. Elle a tout gardé avec tant de soin, attendant le bon moment pour me dire la vérité. Et quand je lui ai demandé, elle me l'a donnée sans hésiter. Je l'ai emmenée chez une spécialiste de la restauration de textiles, et elle a réussi à la rendre parfaite à nouveau. Isabelle montra la broderie, passant son doigt sur les lettres bleues qui éplaient « Amour ». Tu as brodé ce mot. Maman Hélène m'a dit que tu as passé des nuits à travailler sur cette couverture pendant que tu étais enceinte de moi, que chaque point a été fait avec amour et espoir. Les larmes coulèrent enfin sur le visage de Solange. C'est vrai, je n'avais pas d'argent pour t'acheter, quoi que ce soit de joli, alors j'ai fait de mon mieux avec le peu que j'avais. Je travaillais le jour et je brodais la nuit. Mes doigts saignaient parfois, mais je voulais que tu aies quelque chose fait par moi. Quelque chose qui montre que tu as été désiré, que tu as été aimé dès le premier instant. C'est la plus belle chose que j'ai jamais reçue, dit Isabelle, sa propre voix étranglée par l'émotion. Parce que chaque point représente le sacrifice que tu as fait. L'amour que tu avais pour moi-même, quand tu pensais ne jamais me voir grandir. Je veux que tu la récupères, non pas comme un souvenir de douleur, mais comme un symbole que cet amour a retrouvé son chemin, que malgré toute la douleur et la séparation, malgré toutes mes cruautés, nous sommes ensemble maintenant, et que cet amour a survécu à tout. Solange attira Isabelle dans ses bras, la couverture pressée entre elles, et pleura des larmes de pure joie pour la première fois en 18 ans. Ce n'étaient plus des larmes de perte ou de regret, mais des larmes de profonde gratitude et d'espoir renouvelé. « Je t'aime » murmura Solange, à l'oreille de sa fille. « Je t'ai toujours aimé. Depuis le premier instant où je t'ai senti bouger en moi, je t'aimerai toujours. »« Je t'aime aussi » répondit Isabelle, « et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être à la hauteur du sacrifice que tu as fait pour moi, à essayer d'être la personne que tu as toujours cru que je pouvais être, la personne qui mérite l'amour que tu m'as donné. » Elles s'assirent ensemble dans le jardin, sur le banc en bois à l'ombre d'un grand marronnier, la couverture restaurée entre elles, et parlèrent de l'avenir avec une légèreté qu'aucune d'elles n'avait ressentie depuis longtemps. Isabelle partagea ses plans détaillés d'utiliser son école de mode en Europe pour créer une ligne axée sur l'emploi de femmes en situation de vulnérabilité, leur donnant non seulement du travail, mais aussi de la dignité et une réelle opportunité de croissance. « Je veux appeler la ligne « Amour brodé », dit Isabelle. « En ton honneur, chaque pièce aura une petite broderie faite à la main par les femmes qui travaillent avec moi, et une partie des bénéfices ira à des fonds d'éducation pour leurs enfants. » Solange serra la main de sa fille, le cœur débordant de fierté. « Tu vas changer des vies, Isabelle. Tu as déjà changé la mienne. » Solange parla de peut-être reprendre ses études, un rêve qu'elle avait abandonné il y a longtemps lorsque la grossesse avait interrompu ses projets. « J'ai toujours voulu finir le lycée, peut-être faire une formation technique. »« Alors nous allons faire en sorte que ça arrive, » dit Isabelle immédiatement. « Je t'aiderai avec tout ce dont tu as besoin. Nous sommes une équipe maintenant. » À ce moment-là, avec le soleil brillant à travers les feuilles du marronnier créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol, avec le doux bruit du vent dans les feuilles et le chant lointain des oiseaux, il semblait que tout ce qu'elles avaient à traverser, toute la douleur et la souffrance, toute la séparation et les larmes, avait enfin un sens, parce que cela avait mené à ce moment, à cette réconciliation profonde, à cette famille imparfaite mais pleine d'amour véritable qu'elles avaient construite sur les ruines du passé. Solange regarda sa fille à ses côtés, Hélène observant depuis la fenêtre avec un sourire et un mouchoir aux yeux, Robert dans le jardin faisant semblant de lire le journal mais les observant clairement avec un sourire discret, et elle sentit la paix, une paix véritable,
profonde et durable pour la première fois depuis qu'elle avait signé ses papiers 18 ans plus tôt avec des mains tremblantes et le cœur brisé. La tache de naissance en forme de demi-lune sur l'épaule d'Isabelle, identique à la sienne, n'était plus seulement un symbole de connexion biologique. C'était un rappel puissant que le véritable amour, l'amour d'une mère, survit à toute distance, tout temps, toute douleur, toute humiliation. Et que certains cercles, même lorsqu'ils semblent irrémédiablement brisés, trouvent toujours un moyen de se compléter à nouveau lorsque le véritable amour les guide sur le chemin du retour.